La marche organisée par la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, s'est bouclée par la remise d'un mémorandum aux représentants du gouverneur de la province du Nord Kivu ce 13 février 2023 à Goma. Les violences armées, les violations des droits humains et des droits humanitaires, le non-respect de cessez-le-feu par le M23 RDF, le déplacement massif des populations de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, la création d'une zone tampon par l'EAC ont constitué l'essentiel de ce document remis au conseiller principal du gouverneur en charge de la sécurité. Depuis, les troupes kenyanes, ougandaises, burundaises, sud-soudanaises sont déployées chez nous dans le cadre de la force régionale. La situation ne fait que se détériorer. Les terroristes ne font que progresser. Et cette dernière maintient que nous puissions créer une zone tampon. Chose qui nous indigne davantage et qui fait craindre des risques de balkanisation. La situation des étudiants en déplacement à cause de la guerre a été également épinglée dans ces documents. S'agissant des cas des étudiants venus de zones en conflit, qu'ils soient du territoire de Beni, de Rutshuru, de Masisi, nous demandons au ministère de l'ESU de mettre en place en toute urgence une commission qui sera chargée de suivre la situation de ces étudiants-là avec les recteurs et directeurs généraux des différentes institutions. Et nous demandons ainsi que nous puissions permettre à ces étudiants-là de clôturer l'année académique. Le conseiller du gouverneur en charge de la sécurité, le général de brigade Dani Yangwa, a prodigué quelques conseils aux manifestants après avoir reçu leur mémorandum. Je reçois ce mémo que vous déposez aujourd'hui, lundi 13 février 2023. Je lui ferai parvenir en bon soin et quitte à l'autorité de l'exploiter à bon escient. Cette manifestation dans les rues de la ville touristique de Goma a été organisée pendant que les hostilités se poursuivent dans le territoire de Masisi entre les M23 RDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Vendredi 10 février 2023, nous sommes dans la cité de Saké, 27 km à l'ouest de Goma, en groupement Kamuronza, territoire de Masisi, une entité qui reprend sa vie normale. Après une panique suite aux affrontements entre les FARDC et la coalition M23, armée rwandaise. Ici à Saké, boutiques et magasins, circulation routière et petits commerces, tout est fonctionnel à la grande satisfaction de la population. Toutes les activités se déroulent comme d'habitude ici à Saké. Nos militaires ont un moral haut et sont en forme. Ils ont repoussé les M23 très loin vers Kirolirwe. À ceux-là qui ont fui hier, qu'ils rentrent car la situation est stable. Nos militaires se comportent bien sur la ligne de front. Au moment où nous parlons, nos FARDC sont à Kirolirwe, même à Karenga. Donc tout le groupement Kamuronza est en sécurité car les forces loyalistes font bien leur travail sur le terrain. Certes, la vie reprend son cours normal à Saké, mais les déplacés sont nombreux autour et dans cette agglomération, d'où cet appel aux humanitaires de Priska Kamala, coordonnatrice des experts du conseiller principal du gouverneur militaire, en charge des questions sociales et humanitaires. Je lance un appel à tous nos partenaires, même nous-mêmes les gouvernements, raison pour laquelle l'autorité provinciale nous a envoyés là-bas, parce que nous avons des déplacés qui n'ont pas où dormir, ils dorment en pleine lune, donc ils n'ont pas des abris, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas des latrines, donc c'est un problème très sérieux. Heureusement que nous étions tous là et nous l'avons constaté. Et nous allons prendre des dispositions, chacun à ce qui les concerne. Donc les gouvernements d'une part et les partenaires d'autre part. Soulignant que les FARDC restent déterminés à neutraliser la coalition M23, armée rwandaise. Établi. En fait, tout comme en droit,
les préventions de lâcheté devant l'ennemi, meurtre, dissipation des munitions de guerre, coups et blessures volontaires aggravées, retenus à charge de prévenu, et les condamne de la manière que voici. Pour le prévenu KMB, Mounanga Christian, à la peine de mort pour lâcheté devant l'ennemi, à 10 ans de servitude de pénal principal pour dissipation des munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, soit celle de la peine de mort, mais les frais à charge du trésor public. Confirme sa détention. Pour les prévenus, Bangamwabo Moudadjinia Ansel, le tribunal les condamne à la peine de mort. Confirme sa détention. Pour les prévenus, Mundombo Sanzi, le tribunal les condamne à la peine de mort. Pour les prévenus, Koloti Martin alias Tonto, à la peine de mort pour lâcheté devant l'ennemi. Pour les prévenus, Massia Kikoki Maïssa Kikoki Rodrigue, les condamne à la peine de mort pour lâcheté devant l'ennemi. Prévenu Mbouitene Grégoire Constant, les condamne à la peine de mort pour lâcheté devant l'ennemi. Dimanche, pas comme les autres vécus dans la province de l'Ituri. Au moins 3 attaques armées enregistrées pour la journée de ce dimanche 12 février 2023, dont à Mambelenga et Otomaber, dans la chefferie de Wallace et Vonkuto à territoire d'Irumu, où les rebelles EDF ont tué 12 personnes dans la journée de dimanche. Plus tard dans la soirée, un autre groupe des hommes armés ont attaqué la commune rurale de Mongwalu, en territoire de Djougou. Là-bas, plusieurs personnes ont été fusillées. 11 ont succombé sur place et autres blessés graves acheminés à l'hôpital pour des soins appropriés. L'identité des auteurs ne sont pas encore connues pour le cas de Mongwalu, mais les habitants soupçonnent les miliciens de Kodeko actifs dans la région. Une province est sous état de siège depuis près de 2 ans, mais les violences armées ne cessent de s'accentuer sur le terrain. La société civile de l'Ituri juge cette mesure d'inefficace et demande qu'elle soit carrément levée. L'armée de son côté continue à garantir la population sur sa détermination à pouvoir mettre terme à l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. L'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était sur la table des échanges cet avant-midi autour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapenapala. Une délégation des Nations Unies conduite par la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Madame Martha Pobé, a eu une réunion de haut niveau avec la partie congolaise. Les Nations Unies sont en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Le but de leur mission à Kinshasa, c'est voir avec le gouvernement comment contribuer à une paix durable en apportant un appui au processus de Nairobi par une mobilisation des bailleurs de fonds. Aussi, voir avec le gouvernement congolais comment réviser le plan de transition conjoint qui va aider les Nations Unies à configurer la mission de la MONUSCO en RDC, avoir une présence utile qui s'aligne sur les attentes de la RDC. Elle a annoncé la visite en mars prochain d'une délégation du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula pense que les processus de Luanda et de Nairobi sont les voies incontournables pour résoudre la crise à l'est du pays. La solution à la guerre, à la crise, on la connaît aussi. Et c'est bien, vous avez parlé du processus de Nairobi, du processus de Luanda. Le 23 novembre, les deux processus se sont rencontrés à Luanda et ont sorti à la communauté internationale une feuille de route. Pour arriver à la solution, voici ce qu'il faut faire. Les axes essentiels, cessation des hostilités, dont les attaques du M23 contre le FARDC et la MONUSCO, le retrait des zones occupées, le cantonnement des désarmements avec l'appui de la MONUSCO, le retour des déplacés de guerre, la poursuite du dialogue politique entre chaque pays qui a des groupes armés au Congo,
Et ce n'est pas tout. Cette perspective-là du ministre de Luanda a été approuvée par la communauté internationale. Confirmons effectivement que l'enrôlement des électeurs commencera bel et bien le 16 février à Ituri. Pour toute la province, nous attendons à enrôler plus ou moins 2 743 582 électeurs à travers toute la province. Les matériels sont déjà ont été réceptionnés ici au secrétariat exécutif provincial et redéployés à travers toute la province. Et donc nous sommes vraiment très avancés sur ces plats-là et les matériels sont là, tous les matériels qu'il faut pour l'enrôlement est déjà là et tout le matériel qu'il faut pour l'enrôlement est là. Le personnel est formé. Nous sommes dans les derniers réglages avant de commencer l'opération proprement dite, le déploiement maintenant de matériel des chefs-lieux de territoire vers les centres d'inscription et de commencer l'enrôlement proprement dit le 16 février. Il faut dire que la MONUSCO nous a beaucoup aidé dans le redéploiement de matériel du chef-lieu de province vers tous les territoires. Même le matériel que nous avons déployé par route, c'était avec l'appui de la MONUSCO. Radio, déjà, c'est l'un des médias les plus importants, les plus suivis en RDC et je dirais même dans le monde parce que ça couvre presque toute l'étendue du pays, même de lieux où les autres médias ne sont arrivés par manque, par exemple, d'électricité et tout. C'est de là que pour moi je trouve l'importance de la radio car ça permet au fait de propager l'information ou d'atteindre toute couche sociale de la population. Quand il m'arrive de zapper, je suis très souvent la RFI ainsi que B1 FM. La radio, c'est la radio qui nous informe. La radio, c'est un outil d'une très grande importance. C'est par la radio que nous nous informons de manière officielle de tout ce qui se passe dans notre pays, à travers le monde. Il est certes vrai qu'il y a beaucoup de sources d'informations à nos jours, notamment les réseaux sociaux, diverses sources d'informations, mais la radio reste pour moi, excepté les journaux, la radio reste les moyens par excellence de nous informer de manière officielle. Et donc pour moi, la radio a une importance très capitale. Et cette journée mérite d'être célébrée avec faste. Il y a des radios que nous suivons. Je préfère suivre l'information de la radio Okapi, B1. Et ça nous édifie beaucoup, ça nous donne des informations en temps réel. La radio représente beaucoup, parce que d'abord c'est un canal efficace de l'information. Elle informe le public à travers les journaux parlés, les bulletins d'infos, les flashs, les animations. En fait, la radio, c'est aussi un facteur de développement dans un milieu. Elle rejoint l'homme et permet à celui-ci, bien évidemment, de ne pas être débranché. Donc en fait, c'est un média idéal pour une communauté à proximité. J'aime bien B1 FM, j'aime bien le programme de B1. Voilà. La radio, pour moi, c'est d'abord un instrument qui me permet d'être en contact avec toutes les informations qui se passent à travers le monde. Je suis la radio, par exemple, chaque matin pour savoir ce qui se passe chez nous. D'abord, les radios locales et puis les radios étrangères aussi. Voilà, donc ça représente quelque chose de bien pour moi, pour m'informer, connaître tout ce qui se passe à travers le monde. Culte singulier en la paroisse Sainte-Anne en mémoire de Gabriel Birenganine Mugaruka, l'un des 13 parlementaires signataires de la lettre ouverte adressée le 1er novembre 1980 au président Mobutu. C'est avec une grande émotion que la famille biologique, membre du groupe des 13 parlementaires, cadres et militants de l'UDPS, ont tenu, à travers cette messe d'action de grâce, à honorer la mémoire de ces combattants pour la liberté et la démocratie. Avec cet honneur d'être le nouveau chef de famille de Birenganine, viennent aussi évidemment des responsabilités. Et je compte sur le soutien et conseil d'un chacun. Je voudrais aussi remercier nos papas 13 parlementaires encore en vie, ainsi que toute la famille des PS. La détermination de ses camarades des luttes d'Étienne Tshisekedi a permis de défier la dictature du président Mobutu pour l'instauration de la démocratie et du pluralisme politique dans l'ex-Zaïre.
Reconnaissant les mérites de ses compagnons de lutte de son défunt père, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a participé à cette messe pour réconforter la famille éplorée, l'assister à cette dure épreuve, mais également exprimer sa compassion à l'égard de tous les parlementaires pour leur haut fait pour la consolidation de la démocratie en RDC. C'est le 9e parlementaire qui part et voilà, nous ne restons que 4. Nous sommes contents de voir le chef d'État présent dans cette messe. Pour les parlementaires encore en vie, le peuple d'abord doit devenir réalité pour pérenniser ce combat noble de ces soldats de l'UDPS. Nous pensons qu'il est temps encore et nous croyons que maintenant que nous sommes en train d'aller vers les élections, qu'il va y avoir un équilibrage entre les anciens, les nouveaux. C'est tout à fait normal, nous avons besoin de la grande jeunesse pour se battre. Mais il faut l'expérience des vieux. Les vieux, ce n'est pas seulement nous qui avions créé les partis. Les cofondateurs, les pionniers, les autres combattants, ils ont suivi. On dira peut-être que c'est parce qu'il y a des divisions au niveau du parti. Mais le président, nous pensons que c'est celui qui doit être l'unificateur même de notre parti. Il doit savoir réconcilier les uns les autres. Du côté de la famille biologique, les valeurs qu'incarnait l'illustre disparu constituent ces jours un héritage légué à la postérité.